C'est un combat perdu d'avance. Un bras de fer entre ce gros ravin et 2000 foyers. À la cité Concorde, dans la commune d'Abobo, des milliers d'Ivoiriens vivent au bord du précipice. Chaque jour, le ravin grignote un peu plus de terrain, menaçant de tout engloutir. Les familles qui ont acquis leur maison dans cette zone à l'apparence tranquille doivent aujourd'hui faire face à l'inexorable avancée des eaux de ruissellement et des pluies diluviennes. La terre se dérobe sous leurs pieds, emportant peu à peu les fondations de leurs habitations. Moi, les habitants de la cité Concorde redoutent un peu plus le moment où leur maison, leur vie, basculeront définitivement dans le ravin. Mathias vit ici depuis 1998 et se souvient de l'évolution de ce trou. Quand nous venions ici, le trou n'était pas menaçant. Rien ne présageait que ça allait devenir comme ça aujourd'hui. On mettait une petite planche et on passait dessus. Et il est devenu très menaçant aujourd'hui. Alors, ces ravins qui menacent les quartiers, et surtout les quartiers, les cités immobilières où des maisons, des personnes ont acquis des maisons à des millions, ces ravins donc sont multiples dans la ville d'Abidjan. Nous avons plusieurs ravins qui sont multiples et qui menacent les quartiers. Ici, par exemple, nous avons le ravin du quartier Concorde d'Abobo. Ici, idem pour le quartier Kestab, où nous avons ce ravin-là, qui menace donc ces maisons. Et ces cas sont légion. Alors, ce qu'on remarque un peu dans les dits des personnes interrogées, elles disent que quand elles venaient, par exemple, dans les quartiers, ces ravins étaient très petits. Et quelques années après, ces ravins se retrouvent être des dangers pour leur maison. Alors, quel est ce phénomène-là? Ce phénomène, c'est ce qu'on appelle le phénomène de l'érosion régressive. Et c'est quoi? Quand il pleut, dans des zones, ou des zones qui ne sont pas revêtues, déjà, l'eau ruisselant, ou des zones revêtues bien sûr, la plupart, c'est là-bas naît le ruissellement. Quand il pleut, à cause de l'urbanisation, donc l'eau ruisselle. Et ce ruissellement est amplifié par le revêtement des quartiers, c'est-à-dire on a le bitume, on a les toits des maisons, l'eau ne s'infiltre plus, donc toute l'eau ruisselle. Quand l'eau ruisselle, donc il part dans les talvecs qui eux ne sont pas revêtus, ou donc il n'y a pas de canaux revêtus pour la plupart. Et dans ces talvecs, donc l'eau emporte la terre, transforme le sédiment. Alors vous voyez le constat ici, cette terre-là, qui se retrouve ici à l'exutoire, au niveau de la lagune par exemple, tout cette terre est enlevé en amont, un peu plus loin, très loin en amont. Et l'eau transporte cette terre. Lorsque l'eau transporte cette terre, l'eau creuse. Et pendant que l'eau creuse, donc les talvecs, qui étaient au départ, qui n'étaient même pas des talvecs justement, commencent donc à se creuser jusqu'à atteindre donc ces proportions qui menacent les maisons des gens. Donc c'est un phénomène d'érosion et aussi en même temps un phénomène d'urbanisation non maîtrisée. Pourquoi d'urbanisation non maîtrisée? Parce que lorsqu'on construit dans une ville où l'évolution se fait, il faut contrôler les constructions et il faut donc mettre en place des infrastructures, que ce soit, c'est vrai, c'est des infrastructures d'habitation, des infrastructures de transport routier, mais aussi des infrastructures d'assainissement et des infrastructures d'assainissement. Et quand on parle d'infrastructures d'assainissement, ce ne sont pas que des infrastructures d'évacuation, mais aussi des infrastructures de stockage, des bassins d'orage, de maîtrise des crues, d'expansion des crues. Si ces choses ne sont pas faites, ou si elles sont faites de manière comme il se doit par exemple, nous avons donc ce phénomène d'érosion. Et l'eau ruisselle dans les endroits où il oriente. Parce qu'à chaque fois qu'il pleut, l'eau doit trouver son chemin. Et c'est dans cet alvec-là que l'eau passe. Et quand l'eau passe là-bas, l'eau creuse. Quand on parle de régression, au fur et à mesure que l'eau creuse, le tout qui est creusé régresse pas vers l'arrière. Ainsi donc on s'en prend aux constructions comme nous le voyons ici. Alors les solutions qui sont proposées très souvent, ce sont donc des solutions qui concernent donc le revêtement ou bien le revêtement des caniveaux. Voyez-vous, comme on le voit ici à la cité Kestab ici, c'est un caniveau qui n'est pas revêtu. Donc il continue de se creuser. Ici, c'est un caniveau revêtu. Donc ici, la terre est stabilisée ici. Mais le problème des revêtements des caniveaux, il faut que lorsque les caniveaux sont revêtus, il faut très souvent que l'eau qui est évacuée, donc plus en amont, plus en aval, puisse être recueillie comme il se doit. Parce qu'il ne faut pas revêtir un caniveau ou un canal et puis vers la fin, donc l'évacuer quelque part d'autre où il y a d'autres maisons où cette eau-là, encore avec plus de force, parce que c'est de l'eau collectée, puisse faire des dégâts. Donc on collecte l'eau ici, par exemple, ce canal revêtu là. Vous voyez, il se déverse dans cette zone-là qui n'est pas revêtue. Et voyez-vous, voilà le dépôt de sable ici. Et donc en quelque sorte, même le revêtement des caniveaux ne fait que déplacer le problème si on ne se limite qu'au revêtement. En plus, c'est une solution très chère, très coûteuse. Voilà pourquoi donc les populations qui en appellent au gouvernement, justement, très souvent, il y a très peu de sites qui sont donc où l'État arrive donc à régler ce problème par le revêtement des canaux. Et donc, les maisons s'ébouillent. Le pire, c'est que justement, ces quartiers sont en danger. Les personnes qui ont acquis des maisons, justement, voient leurs maisons en danger. Mais il y a un problème quand même aussi qui est très grave, c'est ce problème-là de formation, de sensibilisation des populations. Parce que lorsqu'on constate, on regarde donc... Non, c'est un nouveau bout de terre de perdu. Avant, il y avait plus de 10 mètres entre le trou et les maisons. Aujourd'hui, il y a des clôtures qui sont tombées dedans. Ma cuisine qui est déjà...
il y a une sorte de manque de sensibilisation, de défaut de sensibilisation des populations. Il faudrait que les populations soient sensibilisées à ce problème-là. Quand elles viennent, par exemple, dans les témoignages, au départ, le tout était petit et après, le tout a grandi. Alors, moi, j'invite les populations dans cette situation-là, puisque ce sont des quartiers résidentiels qu'ils ont acquis, il faudrait qu'ils se regroupent en syndic. Ils ont déjà des syndics, mais il faudra qu'ils s'intéressent à ces genres de situations. Ils peuvent eux-mêmes, puisque c'est leur bien, mettre fin à cette situation. Et quand ils s'y prennent dès le départ, alors ils peuvent régler le problème de cette érosion régressive en ne n'attendant pas l'État. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il y a beaucoup de choses qu'il faut faire. Déjà, c'est bien qu'ils aient des syndics, ou bien qu'il faut se regrouper en syndic, mais il y a des choses à faire pour pouvoir freiner ou même annihiler ce genre de situation. Même quand le tout est déjà profond, limiter les dégâts. Et dès que ce genre de situation commence, lorsqu'ils constatent donc un endroit donc, où il y a un ruissellement préférentiel, où l'eau s'engouffre, qu'ils commencent déjà à traiter cet endroit. Alors comment traiter cet endroit? Il y a plusieurs solutions à adopter, des solutions simples. Des solutions simples. Déjà, donc nous pouvons dire que pour cette situation, il faut donc, nous pouvons dire que pour cette donc, les populations à leur niveau, donc peuvent régler ce problème-là. Parce qu'il s'agit de leur bien. Ils ne peuvent pas assister donc à la destruction de leurs investissements sans réagir. Comment le faire? Déjà, comme je l'ai dit, ils sont dans ces quartiers, ils sont regroupés en syndic. Et ce qui leur manque, c'est la sensibilisation sur le phénomène. Que faut-il faire? Je vais expliquer déjà une chose. On dit que le ruissellement transporte la terre. Et c'est en transportant cette terre, comme je l'ai montré tout à l'heure, que les creux se creusent et s'approfondissent et s'élargissent pour aller donc dans les limites des maisons. Donc il faut déjà empêcher ou ralentir ce transport de terre. Que faut-il faire? Déjà, je vais montrer une chose très simple qu'il faut commencer à faire. Nous avons par exemple ici un creux qui est là. Donc un talbec qui est là. Il faut donc tout le long de ce talbec déjà commencer à construire des murets dans le lit de la rivière sur une certaine distance, que ce soit en terre, non plutôt que ce soit en briques, surtout en briques, parce que c'est moins cher. Alors on peut le faire aussi en pierre, mais dans nos zones ici on ne trouve pas de pierre, mais on peut le faire en faisant des briques, ou même encore, ce qui est un peu plus cher, avec du béton, faire des murets de béton. Voilà, un mur ici qui bloque. Alors chaque 10 mètres, dans le lit donc, du talbec, il faut créer ce muret-là, à chaque 10 mètres, sur chaque 10 mètres. Donc créer un muret avec une certaine hauteur, 1 mètre ou environ 50 cm, à chaque 10 mètres, 50 cm. Ok? Et le fonder sur une certaine distance, messieurs. Alors, si l'eau coule comme ça, vous verrez que donc, la terre va se bloquer ici. Quand la terre se bloque ici, vous verrez que la terre va se bloquer ici. Déjà, ça, c'est la première des choses. Ça va empêcher le creusement, empêcher déjà le creusement limité. Donc, alors, quel est l'effet de cela? Le fond ne se creuse plus. Et du coup, donc, ici, nous avons... Quand donc le trou ne se creuse plus, ben, la terre donc ne s'éboule plus. C'est quand ça se creuse qu'on a des fentes là, et puis bon, ces fonds de terre s'éboulent. Donc déjà, ça c'est la première chose qui va limiter les dégâts. Quelque chose de plus, c'est de faire des sacs de jute, de les remplir de sable, d'en faire beaucoup et de mettre donc au départ des talus. Donc ici. Donc les empiler comme ça. Ici, de tous les côtés, ici. Donc, il faut faire ces genres de choses de manière combinée. Les sacs de jute, vous les mettez donc sur au niveau des talus. Et puis, les murets, vous les faites tout le long du lit mineur, sur une certaine distance, 50 mètres de large. Vous creusez environ donc, 30 cm ou 40 cm. Et puis, donc, sur une largeur, donc ici, d'environ 50. Vous pouvez même aller jusqu'à, ça dépend du lit, 50 mètres. Ok? Donc, voilà. Et puis, donc, remplir les berges là, de ces sacs-là, les berges, donc les talus, au pied des talus, vous mettez ces sacs-là. Déjà, ça va commencer à stabiliser les pentes et puis à ralentir ou à empêcher le creusement. S'il y a un peu plus d'argent, il faut faire le gabion. Le gabion, c'est quoi? Ce sont des blocs, des parallélépipèdes de grillage, généralement en inox, souvent, voilà, ou même pas forcément, mais en inox, dans lesquels on remplit assez de blocs de pierre, voyez-vous. Et ceux-ci aussi peuvent servir donc de stabiliser les pentes et les talus des berges. Ça, c'est un peu plus cher. Voilà pourquoi, donc, pour ces genres de choses qui peuvent être faites au niveau même des populations, je fais un recours, donc je parle des syndics de ces différents quartiers. S'ils ont eu des millions pour payer, donc, des millions donc, pour acquérir ces maisons, s'ils ont des millions pour acquérir ces maisons, ils peuvent avoir quand même, pouvoir préserver donc ces maisons, avoir la possibilité de payer, de cotiser
cotiser donc pour préserver leur maison. Donc le syndic peut faire quoi déjà? Au niveau des syndics, il faut sensibiliser. Appeler des spécialistes dans ce domaine de l'hydraulique, des géotechniciens, qui vont donc sensibiliser les populations, les emmener donc à être donc, à avoir cet engouement-là, de eux-mêmes mettre la main à la pâte. Ça, c'est la première des choses. Et puis, donc, il faut simplement commencer à cotiser pour faire des sacs de jute. C'est rien d'autre. Mettez en place une cotisation de 1000 francs par syndic, par mois ou par chose, un peu plus, si vous voulez, 5000 francs. Ayez donc un pactole qui pourrait vous permettre donc de requérir soit les services de spécialistes pour faire ce genre de choses, ou vous-même de vous faire former et de commencer donc pour ceux qui ont ces trous au départ, qui ne sont pas encore bien creusés, de commencer déjà à traiter ces trous avec ces méthodes simples que je viens de donner. Ou à eux-mêmes donc commencer à payer des sacs de jute, à les remplir de sable, et avant les saisons de pluie, à commencer à remplir et à disposer ces sacs-là dans les talvecs pour limiter les dégâts. C'est une solution la plus efficace. Et vous commencez cela très tôt, vous aurez des résultats clairs et vous allez préserver, sauver vos maisons. Sauvez vos maisons. Donc je vous demande, alors sauvez vos maisons, sauvez vos maisons. Mettez les mains à la pâte vous-même. Organisez-vous et faites les choses de plus sérieuses maintenant, à partir de maintenant. Organisez-vous. Vous pouvez donc vous pouvez appeler des personnes, des spécialistes. Vous pouvez m'appeler pour qu'on puisse vous donner des orientations dans ce sens-là, des sensibilisations, la formation des syndics, des personnes dans les quartiers pour traiter les trous, les creux, les talvecs qui sont en train de se faire, qui sont déjà creusés pour repérer ces talvecs. Alors cherchez, requérez donc les services de spécialistes. Je suis disposé donc à appeler à Sarah pour vous venir en aide dans le sens donc de donner des pistes d'orientation. Surtout pour la première des choses, pour le traitement de ces trous avec de petits moyens et ces éléments que je viens d'expliquer. Alors voici aussi une situation assez légion, ce genre de situation en Abidjan et un peu partout en Côte d'Ivoire. On voit souvent ce genre de décaissement. Les gens font donc des décaissements dans ce genre de roches meubles, sans respecter même la pente naturelle de ces roches-là. Alors qu'au-dessus, on a des maisons. C'est criminel, c'est dangereux. Donc, les habitants, les personnes qui habitent ces genres de quartiers, qui habitent des maisons à côté desquelles ces genres de travaux sont en train de se faire, vous avez le droit de demander, ça c'est la première chose, le permis de construire de ces personnes-là, ce qui leur autorise avec tous les agréments qu'ils ont. Vous devez savoir aussi que ces genres de décaissements sont faits, même si on a le permis de construire, mais il y a des autorisations, des agréments qu'il faut avoir. Par exemple, ça, on ne le fait pas comme ça. Il faut stabiliser les berges juste après. Ou avant de le faire, lorsqu'on a des constructions, il y a des distances, des servitudes à observer, des règles à observer. Vous avez le droit d'arrêter les travaux, de faire arrêter les travaux, de demander le permis et donc de savoir si la personne est en règle. Il faut donc empêcher ce genre de situation-là. Quand je dis empêcher, je dis dans les normes, dans les règles. Si ces choses doivent se faire, il faudrait qu'elles se fassent dans les normes. Les talus doivent être stabilisés, blindés avant de se faire. Vous avez vu la dernière fois, l'éboulement de cette maison, on a accusé justement des travaux d'excavation qui se faisaient juste à côté. C'est très dangereux. Donc ces choses sont contrôlées et il y a des autorisations spéciales. Même quand on a un permis de construire, il faut des agréments, des autorisations. Il faut regarder le permis de construire, donc dans les papiers du permis de construire, si les personnes déjà ont des autorisations, des laboratoires, des géotechniques agréés, ainsi de suite. Il faut faire des contrôles, requérir, informer l'administration. Ces genres de travaux ne doivent pas se faire comme ça. Simplement, des personnes se lèvent et vont. C'est très dangereux pour vos maisons. Donc, je vous disais cela. Alors, donc, je reviendrai sur ce genre de situation de temps en temps pour expliquer aux populations les mesures à prendre pour... Alors, je m'étalerai plus profondément sur ces différents cas que je viens d'expliquer.